Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Comme d'habitude, je vous retrouve pour poursuivre ma mission d'être le plus juste possible sur mes objets d'analyse. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'estime que beaucoup ont travesti, sali, décontextualisé le sens initial du travail de Stan Lee et de Jack Kirby. On a pu le voir pendant et après les films Black Panther 1 et 2, ou avec l'annonce d'un Black Panther incarné par une personne à la peau blanche. Bon nombre de personnes encartées politiquement d'abord ou de l'autre ont glorifié ou diabolisé le concept de Wakanda en caricaturant quelque chose de plus fin qu'il n'y paraît lorsque l'on fait l'effort de s'éloigner de la posture partisane. Ce qui est rageant dans cette récupération, cette instrumentalisation grotesque, c'est que la collaboration entre Stan Lee, un brin plus progressiste, et Jack Kirby, un brin plus nationaliste, fut possible malgré leurs divergences parce qu'ils étaient avant tout libéraux, et que l'idée que la liberté individuelle puisse être réprimée pour un autre motif que d'avoir matériellement fait du tort à autrui, les horrifiait et les unissait. Et pour prouver que Stan Lee et Jack Kirby n'ont jamais eu l'intention de faire du Wakanda un slogan pour un parti politique clairement identifié, il faut répondre à la question suivante. Au fond, qu'est-ce que le Wakanda ? Eh bien, c'est une critique de la doctrine isolationniste, et vu le contexte dans lequel vivaient Kirby et Lee, plus précisément de l'isolationnisme américain. Contrairement à ce que certains fanatiques pensent, l'existence même du Wakanda est une critique du Wakanda, de ce qu'est objectivement le Wakanda. Il servait d'exemple, d'allégorie, d'illustration des défauts de cette doctrine politique et de ses effets. Et pour le démontrer, il faut déjà définir ce qu'est l'isolationnisme. C'est une doctrine de politique étrangère qui prône une non-intervention dans les affaires internationales. Historiquement, ça a été un principe fondamental des États-Unis, notamment avec la doctrine Monroe de 1823, qui déclarait que les Amériques étaient fermées à toute influence européenne. Ce qui semble assez logique, vu son passif, son historique avec l'Europe. Ce courant a été particulièrement fort après la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont refusé d'adhérer à la Société des Nations et ont adopté une politique de retrait des affaires mondiales. Cependant, cette approche a été remise en question lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'attaque de Pearl Harbor en 1941, qui a poussé les États-Unis à entrer en guerre. Aujourd'hui, malgré le terrain gagné par l'idéologie cosmopolite dans toutes les nations du monde, l'isolationnisme reste un sujet de débat dans la politique américaine, notamment en matière de commerce et d'intervention militaire. Alors comment relier le Wakanda à la doctrine isolationniste américaine, me direz-vous ? Eh bien, il suffit d'isoler les principaux critères de définition de l'isolationnisme qui sont les suivants. Premier critère, retrait des affaires internationales tant sur le plan politique qu'économique. Deuxième critère, ce retrait doit être fait dans le but de limiter ses interactions avec d'autres nations. Troisième critère, les seuls moments où un État isolationniste déroge aux deux règles précédentes, c'est lorsque cette intervention dans les affaires internationales privilégie quasi exclusivement et de façon flagrante ses intérêts internes. Est-ce que le Wakanda remplit le premier critère ? Oui, et là sans la moindre contestation possible, puisque durant l'immense majorité de son histoire, le Wakanda est si isolationniste que la plupart des pays du monde ne connaissent même pas son existence. Est-ce que le Wakanda a pour politique de limiter ses interactions avec les autres nations ? Là encore, c'est un grand oui sans nuance, puisque jusque dans les temps modernes du MCU, qui vont nuancer l'isolement extrême du Wakanda lorsqu'il rejoint la communauté mondiale, les événements du film Black Panther 1 et 2 se résument à la lutte entre les partisans de l'isolationnisme et les partisans de l'interventionnisme. Enfin, pour le critère numéro 3, est-ce que le Wakanda n'agit que pour la protection de ses intérêts ? Une nouvelle fois, c'est un oui sans contestation possible. Les rares fois où le Wakanda intervient à l'étranger, dans les comics, c'est par exemple suite à l'invasion nazie, dans les films,
c'est pour arrêter Klaue, se débarrasser de parias comme le père de Warmonger, ou empêcher Riri Williams de menacer les intérêts wakandais avec son détecteur de vibranium. Or, quelle est la position de Black Panther, de T'Challa? Eh bien, il se situe entre les deux. Pour caricaturer, il souhaite que son pays intervienne dans les affaires internationales pour protéger les populations civiles menacées, mais reste globalement isolationniste pour toutes les autres questions. De façon très claire, l'élément qui permet le plus quand même de faire le lien entre l'Amérique et le Wakanda, c'est le sujet de la Seconde Guerre mondiale, puisque dans la réalité qui est la nôtre, en 1941, les États-Unis déclarent la guerre aux pays de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon, suite à l'attaque de Pearl Harbor, et que dans les comics, le Wakanda intervient contre le baron Strucker et Crâne Rouge affilié au nazisme à partir de 1941, suite à l'invasion du Wakanda par le colonel Fritz Klaue. Il faudrait être d'une mauvaise foi légendaire pour contester le rapprochement. Clairement, Stan Lee et Kirby ont fait la critique de la passivité du Wakanda et donc des États-Unis face au fascisme. Le vrai, pas celui que certains utilisent pour salir ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce qui rejoint encore la philosophie libérale de l'ensemble des œuvres de Stan Lee et Kirby, qu'on peut décrire comme « n'intervenez pas pour empêcher autrui de faire ce qu'il veut tant que ça ne blesse personne, physiquement, objectivement, mais intervenez s'il y a une menace objective. » En résumé, soyez héroïques, soyez libéraux. Cependant, on le voit bien quotidiennement, historiquement, pour parvenir à agir, à penser ainsi, il faut être libéral au sens strict, c'est-à-dire être capable de ne pas transformer la métapolitique en politique, à ne pas rattacher l'intégralité des sujets de société à la politique, et donc d'être capable de se satisfaire du fait que ses concitoyens sont d'accord pour me laisser vivre paisiblement comme je l'entends, et que j'en fasse de même pour eux, sans avoir d'autres demandes que ça politiquement. Sauf que cet état d'esprit exige de ne pas croire que sa secte politique, religieuse ou culturelle détient la vérité absolue et incontestable, mais également de combattre ceux qui veulent contraindre autrui, qui veulent contraindre la société à se plier à un modèle politique et métapolitique qu'ils ne désirent pas. C'est là le talon d'Achille du libéralisme, il peine à lutter contre ceux qui souhaitent sa disparition, car il repose sur la sagesse des individus et des groupes politiques qui composent une société libérale. C'est par sa tolérance qu'il est le plus facilement attaquable. Or, quand on qualifie de fascistes ceux qui ne rentrent pas strictement dans les critères de définition du fascisme, l'on devient soi-même fasciste car l'on invisibilise ceux qui répondent véritablement aux critères définitionnels du fascisme, tout en censurant par cette diffamation ceux qui ne méritent pas de l'être. Mon avis très subjectif, c'est que puisque dans l'ère moderne, l'immense majorité des citoyens occidentaux se sont mis d'accord sur les sujets politiques centraux, les divisions se sont déplacées sur le terrain métapolitique, ce qui favorise de plus en plus les divisions, puisqu'on ne se demande plus quelles sont les grandes lignes de politique sur lesquelles on est d'accord, mais sur est-ce que le voisin fait exactement comme nous ou pas. Ou à l'inverse, certains, par une tolérance excessive, sont incapables de lutter contre ceux qui nuisent à la tolérance, contre ceux qui nuisent à la liberté individuelle. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des paradoxes absurdes, avec des partis politiques qui nous disent qu'il faut protéger les citoyens de leur propre volonté, qu'il faut protéger la démocratie des mauvais votes, ou de faire primer la volonté de tel groupe sur tel autre groupe, sur des motifs arbitraires, au lieu de donner un cadre qui permette à chacun d'agir librement tant que ça n'affecte pas matériellement autrui. On assiste même à des courants politiques qui estiment que les dommages moraux subis ou supposés doivent rentrer en considération, voire
chez certains que le dommage objectif matériel est inférieur en gravité au dommage subjectif supposé selon l'identité de l'individu. Tout cela est absurde et si éloigné de la tolérance qu'il ne manque qu'un pas pour sombrer dans l'intolérance. Soit dit en passant, pourquoi certains poussent des cris d'orfraie pour le Black Panther qui serait d'origine européenne? On ne vous a pas entendu quand ils ont pris Michael B. Jordan pour la torche, quand ils ont changé la couleur de peau de Domino, quand ils ont pris Zendaya pour incarner Mary Jane Watson, quand ils ont pris Tessa Thompson pour incarner Valkyrie, quand certains parlaient d'un Superman noir. Bref, cette interminable liste de personnages qui à la base ont telle couleur de peau et dont on a décidé qu'on pourrait la changer parce que c'est pas important. Pourquoi ce serait accepté dans un sens et complètement intolérable dans l'autre? Eh bien parce que dans un sens, ça convient à votre programmation politique et pas dans l'autre. Ce qui fait de vous d'immondes hypocrites. Et c'est comme le Wakanda, il suffirait de changer l'ethnie pour des peuples européens ou américains. Alors là, tous ceux qui là-bas aux lèvres chantent les louanges du concept de Wakanda souhaiteraient le vitrifier à la bombe H. C'est le problème des idées, vous ne pouvez pas en retenir que ce qui vous arrange. Si par exemple vous dites « Ah lui il est fasciste » sans avoir de preuves solides, juste parce que vous n'aimez pas la personne ou n'êtes pas d'accord avec elle, en fait vous faites quoi en substance? Vous commettez un acte diffamatoire. Or si la justice ne punit plus cet acte, ne vous étonnez pas d'être insulté à votre tour de fasciste sans la moindre preuve. Si vous créez le terrain propice à vos problèmes, ne comptez pas sur moi pour pleurer pour vous. Or c'est quoi tous ces changements de couleur de peau des personnages? C'est de dire « Oh ma petite sensibilité me fait penser que le personnage devrait être de telle couleur de peau alors que à l'origine son créateur avait une vision différente. Ma petite opinion, mes petits sentiments sont plus importants que sa liberté créatrice et sa propriété intellectuelle. Alors j'en fais ce que je veux. » Eh bien écoutez, vous êtes servi. Marvel a fait exactement pareil qu'avec tous les personnages que j'ai pu citer avant. Avec Black Panther, vous avez perdu le droit de vous en plaindre. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.